Luc, on parle de vis caché un matin. On commence à pleine face dedans. Es-tu d'accord avec moi? Non. J'aimerais ça avant prendre 15 secondes pour émettre un souhait à l'univers. Qu'est-ce qu'il va dire? J'espère que Radio-Canada ne viendra pas te recruter pour le nouveau talk show de l'automne 2021 parce que tu es rendu tellement habitué à faire des entrevues. Je vais dire, tu vas pouvoir mettre à la gêne certaines de nos vedettes de l'UDA qui sont encore un peu maladroites dans les entrevues. Alors, tu deviens un virtuose et j'ai peur que tu sois recruté par la Société Radio-Canada. Il va arriver qu'un contrat que tu ne pourras pas refuser, là, ils vont t'offrir 5 millions pour travailler 3 heures par semaine. J'espère que ça n'arrivera pas. Mon petit Jésus, c'est ma demande du jour. Voilà. Merci Luc pour ton intro. On commence Luc tout de suite en pleine phase dedans. Qu'est-ce qu'un vice caché au sens de la loi? Et peux-tu nous donner des exemples, s'il te plaît? Oui, en fait, il y a plusieurs composantes qui sont prévues directement au Code civil. Puis, il y a des petites composantes, je dirais, qui sont venues se greffer à ça au travers de la jurisprudence. Alors, la première chose, évidemment, c'est qu'un vice caché par définition, c'est un vice qui n'est pas apparent. Hein? C'est un vice qui ne peut pas se voir avec un examen fait idéalement par un inspecteur pré-achat. Donc, ce n'est pas visible. Ça, il y a une légende urbaine qui dit qu'un vice caché, c'est un vice qui a été caché par le vendeur. Ça n'a rien à voir. Le vendeur peut ne pas être au courant d'un vice caché. Il est néanmoins caché, ce vice-là, et il en est responsable. L'autre élément, c'est qu'il faut que ça soit grave. Il faut que ça empêche de jouir pleinement de l'acquisition. Donc, les usines, là, ce ne sont pas des vices cachés. J'en vois de temps en temps des gens. Je pense que le plus loufoque que j'ai vu, ça vaut la peine de le raconter, c'était une personne qui vient me voir en entrevue. Hein? Faut savoir que chez nous, l'entrevue initiale, très souvent, je baisse mes prix, c'était 200$ pour 1 heure d'entrevue. Bon. Alors, la personne vient me déballer ça. Au rendez-vous téléphonique, c'est-à-dire à la prise de rendez-vous téléphonique, elle me dit « Oh, je souffre d'un grave problème que je n'avais pas vu à l'acquisition. » Bon, parfait, c'est dans une de mes expertises, venez-vous-en. Je vais vous faire le prix spécial d'entrevue initiale, 200$, venez-vous-en. Elle arrive. Bon, ça fait que là, après avoir décrit les douleurs qu'elle avait subies à cause de ça, je dis, je veux pas être indiscret, donc je peux savoir c'est quoi le problème? J'ai occulté le mot qu'il y avait entre le et problème. Alors, elle dit, oui, c'est terrible. Elle dit, il y a 4 ampoules électriques qui sont brûlées. Avoir su, j'aurais négocié à la baisse. Ben, voyons donc, Luc. Le jeu sur la tête de Véronique, de ma fille. Alors, bien respectueusement, madame, vous comprenez que 4 ampoules électriques coûtent moins cher que la consultation chez nous à rabais. Après moi, ça ne rencontre pas le critère de la gravité qu'on doit avoir. Bon. Une autre facette, c'est qu'il faut que le vice ait existé au moment de l'acquisition. Si c'est quelque chose qui est arrivé après, c'est pas garanti par le vendeur. As-tu une anecdote? Ça, sont moins croustillantes, je dirais, là. Mais toutes sortes de niaiseries, là, qui... Je pense que je vais donner un conseil tout de suite après la liste, mais il faut que ça existe au moment de l'achat. Il faut être capable de faire la preuve que lorsqu'on a acheté, il y avait déjà ce problème-là. Un exemple que j'ai eu dans ma pratique, c'est les fameuses fourmis charpentières, où la personne qui était de l'autre côté de la table n'a jamais pu démontrer que les fourmis charpentières avaient commencé leur œuvre avant son acquisition. Moi, j'ai suggéré à l'avocat, je dis, c'est bien simple, vous n'avez qu'à envoyer un subpoena à quelques-unes de ces fourmis-là, puis ils viendront témoigner, savoir à quelle date ils ont commencé à travailler. L'avocat n'a pas trouvé ça drôle du tout. C'est épouvantable. Puis, lors de l'inspection, là,
Oui. Peux-tu me parler de comment on fait pour se protéger des vis cachées? On va juste finir mes critères, si tu C'est bon, permets, parfait. pour que Ouais. les gens aient la boucle complète. Il faut que ça soit inconnu d'acheteur. Hein. S'il y avait un vis caché, mais le vendeur a dit, je vous préviens, la dalle de béton, ou les murs de béton sont craqués. Ça paraît pas, mais il y a des infiltrations d'eau. C'est plus un vis caché. On a dénoncé le vis. Et finalement, il faut retenir que un vis caché, c'est quelque chose pour lequel la structure n'est pas rendue au bout de sa durée de vie utile. Je m'explique. Le cas classique, les drains français. Les drains français, selon le sol sur lequel ils ont été posés, ont une vie utile reconnue par les tribunaux de 20 à 25 ans. Fait que si vous achetez une maison de 40 ans, puis que le vendeur n'a pas déclaré qu'il avait refait les drains français, ben si vous découvrez que les drains français sont scrap, ça ne peut pas se qualifier comme vis caché. Ils sont simplement rendus au bout de la durée utile de vie de ces drains français-là. Donc, c'est ça. Puis, une autre petite sous-catégorie qui est de plus en plus populaire, c'est ce qu'on appelle le vis juridiquement caché. C'est quoi? C'est un vis apparent qu'on a constaté et qui a été banalisé par le vendeur. Par exemple, je vois des traces d'humidité sur les cadres de fenêtre. Le vendeur me dit, ah, faites-vous-en pas, c'est mon bébé qui a échappé son biberon tout à l'heure. OK, ça fait que c'est correct. Il a déclaré le vice. Mais c'était pas ça pantoute. C'est qu'il y a des infiltrations du toit, des infiltrations d'eau, et ça coule par en dedans, et tout le mur intérieur est pourri. Ça va être considéré comme étant un vice juridiquement caché. J'ai fait le tour des critères. Merci. Lors de l'inspection, comment on fait pour se protéger des vis cachés? C'est sûr qu'ils sont cachés, tu ne les vois pas, mais c'est quoi les techniques de protection qu'on peut y avoir? OK. Une inspection pré-achat a pour seul but de trouver les vices apparents. Les vices cachés, comme tu le disais, par définition, sont cachés. On les voit pas. Alors, il n'y a pas transmission. Et l'inspection pré-achat doit être une inspection non intrusive. Hein. Si vous avez un gars qui arrive avec un appareil pour faire 2 trous dans le Gyproc pour vérifier l'humidité, vous pouvez lui sacrer un coup de poing sur la gueule virtuellement parce que c'est illégal de faire ça et il n'a pas lieu de faire ça. Donc, quand on procède à une inspection pré-achat, la meilleure façon de se protéger contre les vices cachés, c'est de faire cracher une déclaration du vendeur, une DV communément appelée, qui est obligatoire quand on transige avec un courtier immobilier, mais qui ne l'est pas par ailleurs si on transige directement avec un vendeur. Donc, un vendeur astucieux qui sait qu'il y a un problème pourrait, par exemple, dire « je vais essayer de vendre sur du proprio » ou directement un AVPP, là, un à vendre par propriétaire, et dire « oh, la déclaration du vendeur, je ne suis pas obligé de la faire, je ne la fais pas ». Ça, c'est une lumière rouge, parce que ça peut vouloir dire qu'il cache quelque chose. OK, excellent. On a Daniel qui demande, donc j'imagine que c'est la même chose pour le toit qui est à refaire. La même chose que quoi? L'inspection. Fait que... La même chose pour le toit à refaire. Ben, visuellement, si on voit que les bardeaux commencent à gondoler pas mal, ou si le vendeur me dit « oui, la toiture, je l'ai faite, ça fait 38 ans », ben là, elle est rendue au bout de sa durée de vie utile, donc c'est normal, ce ne sera pas un vice caché. Mais les cas classiques qu'on voit, c'est par exemple, la toiture a été mal faite contre les règles de l'art. Si on pouvait visuellement s'en rendre compte, ça sera un vice apparent. Si on ne peut pas voir, ça sera un vice caché. Par exemple, j'ai déjà eu le dossier où la personne, le couvreur, au lieu de clouer, je ne me souviens pas, c'est-tu au 12 ou au 18 pouces qu'il faut clouer? Je ne me souviens pas. Mais lui, il avait doublé ça. Il avait sauvé une rangée de clous sur 2. Alors, évidemment, les bardeaux partaient tout au vent. Ils n'étaient pas cloués. Ben ça, parce que ça aurait pu se voir par l'intérieur, c'est un vice apparent. OK. Avec les clous qui dépassent. Excellent, merci. Les délais prescrits pour dénoncer un vice caché. Mettons, tu te rends compte, tu achètes ta maison, tu te rends compte qu'au printemps, il y a de l'infiltration d'eau par la porte de garage ou peu importe où. C'est quoi les délais? Comment ça fonctionne? OK. On va y aller sur le plan macro, là, parce qu'il y a des raffinements dans certains cas.
mais d'un point de vue théorique, je dirais, c'est pas compliqué. C'est dès qu'on a connaissance d'un vice caché, partez donc tout de suite les mises en demeure. J'ai dit les parce qu'il y en a deux qui peuvent être combinés dans une, ça n'a pas d'importance, mais il faut mettre en demeure de venir constater. Il faut mettre dans la mise en demeure de demander qu'il répare. Et ça, la jurisprudence dit que 3 mois, ça commence à être vraiment long, puis vous êtes mieux d'avoir une maudite bonne explication. Donc, vraiment, là, dès qu'il y a apparence d'un problème, moi, je ne prends pas de chance. J'envoie la mise en demeure qui combine les deux. Venez voir, constater, venez réparer. Et là, on est sûr qu'on ne passera pas tout droit dans les délais. Et dans la phase 2, parce qu'il y a une deuxième prescription qui s'applique, en passant en prescription, ça veut dire le délai juridique dans lequel on doit agir pour avoir un bon recours. C'est ça la prescription. Et dans notre cas, on parle de prescription extinctive parce que par l'écoulement du temps, si on n'a rien fait durant la période de prescription, ça va éteindre notre droit. C'est juste ça que ça veut dire, prescription extinctive. Donc, la prescription extinctive, c'est 3 ans à compter de la découverte du vice. Pas 3 ans à compter de l'acquisition, de la découverte du vice. C'est pour ça qu'au bureau, par exemple, le record qu'on a, le triste record qu'on a, c'est le dossier de mon cousin Steve, qui a vendu une bâtisse en 1981 et qui a eu une poursuite de 2,8 millions l'année passée. Aïe, aïe! Ouais. Il l'avait acheté au personnel ou il l'avait acheté dans une incorporation? En 1980, il avait acheté un abri fiscal qui était ce qui s'appelait une classe 31, qui était béton brique. L'avantage des classes 31, c'est qu'on pouvait amortir non seulement à concurrence des revenus de loyer, mais de toutes sources de revenus qu'on avait. Donc, il a sauvé à peu près 50 000 $ d'impôts avec ça. Mais il fallait que ça soit détenu personnellement. Et l'année passée, c'était un 52 logements à Repentigny. L'année passée, il y a le feu qui a pris dans l'unité en bas à droite. OK. Puis, il y avait un vice de construction. Le constructeur n'avait pas mis de cloison étanche dans les docks d'aération des unités, ce qui fait que le feu a pris en bas à droite, mais s'est propagé à tout le bâtiment. Aïe, aïe. Puis là, évidemment, on s'est dit, youpi, on va poursuivre, on va appeler en garantie l'entrepreneur en construction. Mais grosse surprise, l'entrepreneur en construction n'existait plus. Alors, la jurisprudence, ce qu'elle dit, c'est que dans le cas où l'entrepreneur en construction n'existe plus, c'est le premier acheteur qui est responsable de ce vice-là. Puis c'était lui qui était le premier acheteur? Yes. Oh non. Oui. Donc, c'est lourd. C'est pour ça qu'il y en a qui se disent, petit aparté, j'ai pas besoin de m'incorporer pour acheter un immeuble. C'est un immeuble neuf, il n'y arrivera rien. Ah oui, on n'a pas le même vécu parce qu'on n'arrivera pas à la même conclusion. Aïe, aïe, OK. Aïe, une bonne question de David qui est rentré. David Martel, merci. Dans le marché actuel, la plupart des nouveaux acheteurs font des offres d'achat sans inspection. Croyez-vous que c'est temporaire à cause de la bulle immobilière ou les inspections sont devenues beaucoup moins importantes? Ah. 1, j'ai pas de boule de cristal. La mienne n'est pas meilleure que la vôtre. 2, je vais vous faire un petit clin d'œil historique. Le Code civil du Québec actuel est né en 1994 ou 1997, je ne me souviens plus. Avant le Code civil actuel, l'inspection pré-achat était obligatoire. Il fallait faire une inspection pré-achat et personne ne le faisait. Le changement en 1994, oui, c'est vraiment 94, le Code civil a dit ce n'est plus obligatoire de passer par un inspecteur pré-achat. Et depuis que ce n'est plus obligatoire, tout le monde le fait. Et les conséquences sont lourdes d'acheter sans inspection pré-achat, puisqu'on renonce implicitement à la garantie de vice caché. Alors, oui, il y a peut-être des enchères, c'est-à-dire oui, c'est sûr qu'il y a des enchères. Est-ce que c'est une bonne pratique? Non. Est-ce que j'espère que ça va revenir à la normale? Oui, y compris la pandémie, y compris les inspections pré-achat. Pour moi, c'est suicidaire d'acheter sans inspection pré-achat, à moins que vous ayez je ne sais pas,
Là, on n'a même pas de clause d'inspection que le promettant acheteur vérifie. On achète tel quel. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Mais... Moi aussi. Moi aussi, même Luc, on enseigne avec Imo Facile le coaching double, les inspections, puis on fait inspecter nos immeubles par des inspecteurs, même si on l'enseigne. C'est juste pour avoir un autre paire de yeux qui vont regarder qu'est-ce qu'il y en est, est-ce qu'on a oublié quelque chose, est-ce qu'on a échappé de quoi. Mais pour être parfaitement honnête dans la réponse, il faudrait ajouter un élément aussi. Quoi? Quand je vais faire une inspection pré-achat par un inspecteur, si jamais il y a un vice qui est découvert, puis la Cour arrive à la conclusion que c'est un vice apparent, ben, je vais poursuivre mon inspecteur en pré-achat. Okay. Si c'est un vice caché, je vais poursuivre le vendeur. Donc, quand j'ai fait faire une inspection pré-achat par un inspecteur indépendant et assuré, il faut vérifier qu'il y a de l'assurance responsabilité, ben, on est couvert, peu importe le vice apparent ou caché. Vice apparent, inspecteur responsable. Vice caché, vendeur responsable. OK. Merci, Luc. On a Josiane Mongrain qui demande, hey, en passant, si vous aimez l'entrevue, donnez donc des pouces vers le haut. Luc travaille fort pour... Pas à l'écran, sur le like. Ouais, c'est ça. Josiane qui dit, vous dites qu'il faut s'incorporer absolument. Et si j'ai bien compris, pour acheter un immeuble neuf, qu'en est-il des immeubles usagés? Ben, je vais sortir mon latin du dimanche, a fortiori, à plus forte raison, puisqu'il y a encore plus de risques de vices cachés. Mais là, oui, je recommande très, très fortement l'incorporation. C'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais il y a des cas d'exception. Résidentiel unifamilial, incorporez-vous pas. Petit plex, propriétaire occupant, ne vous incorporez pas, parce que vous allez perdre votre exonération de gain capital. Premier chalet locatif, ne vous incorporez pas, parce que les fois que vous allez vous y rendre pour l'occuper, ça va être considéré comme étant un avantage à l'actionnaire si vous êtes incorporé. Donc, oui, la règle de base, c'est s'incorporer, mais il y a peut-être une poignée d'exceptions. Et on a la même question de Michel qui dit, considérant l'exemple du 52 logements et sa poursuite, diriez-vous que tout investisseur devrait s'incorporer à cause des risques de poursuite? Je pense que tu as pas mal répondu à la question présentement. Prochaine question, on voit de plus en plus, Luc, des ventes sans garantie légale. C'est quoi ça implique pour un acheteur d'acheter sans garantie légale? Peux-tu nous expliquer ça? Oui. Premièrement, je ne sais pas si ça, c'est toi qui vas me répondre. Est-ce que les banques sont encore plus frileuses à financer un achat sans garantie légale? Je sais que il y a quelques années, ils n'étaient pas nécessairement heureuses qu'il y ait une vente sans garantie légale. Est-ce que c'est encore le cas? Je ne sais pas, mes dernières ont toutes été avec garantie légale. S'il y en a qui ont acheté présentement sans garantie légale, est-ce que vous avez eu des problèmes? Juste me mettre ça dans le chat. Si vous... Juste à cause des considérations sans garantie légale. Oui, vas-y. Quand on achète sans garantie légale de qualité, parce que c'est de ça dont on parle, ça veut dire qu'on assume soi-même le risque de vice caché, mais il y a deux bémols. Première bémol, est-ce que c'est un vendeur professionnel? Important à savoir, puisque si la personne est un vendeur professionnel, elle n'a pas le droit de vendre sans garantie légale. Un vendeur professionnel, c'est quelqu'un qui gagne sa vie à acheter et vendre des immeubles. Alors, si je prends, par exemple, une personne qui est juste à côté de moi, facilement, est-ce que Ghislain Larochelle, aujourd'hui, serait considéré comme un vendeur professionnel? Peut-être, possiblement, même, j'oserais dire probablement. Mais quand il a fait son premier flip, il était-tu un vendeur professionnel? Non. De toute façon, quand il a fait son premier flip, les lois n'existaient pas. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y avait pas de loi, ce qui était correct. Mais, disons, ces 5 premières transactions, est-ce qu'il était un vendeur professionnel durant ces 5 premières transactions? Possiblement que non. Et on a fait une vérification de jurisprudence là-dessus, Ghislain. À peu près, là, si ma mémoire m'est fidèle, il y a 95% des cas où les gens invoquaient que la clause de renonciation aux garanties légales n'était pas valide parce que le vendeur était un vendeur professionnel. Et les tribunaux, dans 95% des cas, ont rejeté cet argument-là. Donc, c'est très difficile
d'être taxé vendeur professionnel. Pourquoi? Ben, par exemple, je ne révélerai pas grand secret, à chaque fois que tu fais une transaction, tu pars une nouvelle compagnie, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors, le vendeur, c'est qui? C'est-tu Justin Larochelle? Non, c'est la nouvelle compagnie. Alors, la nouvelle compagnie qui a été créée pour un projet, est-ce que c'est un vendeur professionnel? Ben non, elle n'a jamais fait de transaction avant. Elle n'existait même pas avant. Donc, c'est très, très, très difficile. Mais ce qui est important de retenir, c'est que quand un vendeur fait une vente sans garantie légale de qualité, ce n'est pas un passe-égo collecté 200 pièces comme dans les jeux qu'on voit. Monopoly. Au Monopoly, exact. C'est les dispositions du Code civil qui dit qu'on doit toujours agir de bonne foi existent néanmoins. Donc, si la connaissance d'un vice caché et qu'il ne le divulgue pas, il est responsable. C'est pour ça qu'il faut inciter pour avoir une bonne déclaration du vendeur et le faire parler le plus possible. Pourquoi les banques, un exemple plus simple, pourquoi les liquidateurs de succession, quand ils vendent une maison d'un héritage, pourquoi ils ont le droit de vendre sans garantie légale de qualité? Ben, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la maison, ils n'ont jamais resté là. Puis, c'est une des exceptions. Il y en a quelques-unes qui sont presque automatiques. Les fiduciaires, les liquidateurs, les banques, les institutions financières, la curatelle publique, tout ce monde-là, ils ont le droit de vendre sans garantie légale de qualité automatiquement. Simplement. OK. On a plusieurs réponses qui sont arrivées. Dominique qui dit qu'il n'y a pas eu de problème avec son financement. Good. Jason, acheté sans garantie légale et approuvé en 24 heures, aucun problème. Shérif Tanios, que tu connais, qui nous dit pas vraiment, pas eu aucun problème. Lisa Mona, moi, acheté sans garantie légale et j'ai pas eu de problème. Mali qui dit mes deux sont sans garantie et la caisse m'a prêté, c'est sûr que c'est un duplex et quadruplex, c'est moins cher. José m'a dit non, les banques sont OK. Et Serge Tremblay qui pose une question, est-ce possible d'expliquer les nuances selon le libellé garanti? Qu'est-ce que tu veux dire, Serge? Je suis pas sûr de comprendre la question, peut-être. Moi non plus. C'est ça, Serge. Peux-tu reformuler ta question par libellé garanti? Qu'est-ce que ça veut dire? On a Josiane Mongrain qui dit combien de sans garantie légale y a-t-il et quelles sont les différences? Sans garantie légale de qualité, sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. L'expression correcte, légale, parfaite, c'est de renoncer à la garantie légale de qualité, virgule, au risque et péril de l'acheteur. C'est ce que les tribunaux demandent d'avoir comme expression pour qu'il n'y ait aucun doute sur la chose. Si on fait juste dire sans garantie légale de qualité, ben, je peux avoir un jugement qui va donner ouverture à l'écoute de ce qui va être témoigné et peut-être que je n'arriverai pas à bon port. C'est comme une marque de commerce. Il faut s'en servir au complet, puis c'est sécuritaire quand on s'en sert au complet. Quand on s'en sert juste d'un morceau, ben on risque d'avoir des problèmes. OK, excellent. Dans le financement, là, je m'en veux un petit peu. J'aurais dû demander que les gens précisent quelle grosseur de propriété. Parce que dans le multiplex, ça fait très longtemps, dans les grosses bâtisses, ça fait très longtemps que ça se vend sans garantie légale de qualité. Moi, c'est plus au niveau du bungalow, là, du résidentiel unifamilial. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Ça serait peut-être une réponse différente. Je ne sais pas. OK, excellent. Serge qui nous dit oui, j'ai eu ma réponse, merci. Ah, good. Qu'est-ce qu'on fait, Luc, pour se protéger si on est un vendeur? OK? Et on va faire deux scénarios. Le vente avec garantie légale, puis la vente sans garantie légale. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger dans ces cas-là? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de différence l'un ou l'autre. OK. La première chose, je vais mettre mon pouce à la bonne place, la première chose, c'est d'assumer et de faire ce que je mentionne, ce que je suggère depuis maintenant probablement 10 ans, c'est quand tu achètes avec une compagnie. Puis il y a juste un immeuble dans la compagnie. Pourquoi? Ben, quand tu vends ton immeuble,
ben, tu vas sortir tes billes de la compagnie et la compagnie n'a plus d'actifs. Donc, s'il y a une poursuite en vice caché, on est un peu indifférent puisque le responsable, ça va être la compagnie qui n'a plus d'actifs. Alors, par l'absurde, je dirais, la meilleure protection, c'est ça, parce que on est inattaquable, parce qu'on n'existe plus, tout simplement. L'autre stratégie, la numéro 2, déclaration du vendeur. Quand on sait qu'il y a un problème, gros comme ça, ben déclarez donc gros comme ça. Oups, là, je suis sorti de l'écran. Gros comme ça. Fait que, si c'est gros de même, déclarez grand de même. De telle sorte qu'on ne pourra jamais vous reprocher. Donc, ça a l'air drôle qu'un avocat vous dise ça, mais soyez honnête dans votre déclaration du vendeur. C'est la meilleure deuxième stratégie qu'on peut avoir face à un potentiel de risque de vice caché. Si on a tout déclaré ce qu'on sait, évidemment, ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. On ne peut pas le déclarer. Mais dans la mesure où on sait des choses, déclarez tout parce que selon les prescriptions de bonne foi du Code civil, on a l'obligation de le faire, donc on ne veut pas se faire reprocher ça. Donc, si on comprend bien les propos, la façon souveraine de régler les vices cachés, c'est au travers de l'acquisition d'un immeuble via une société par action qui n'a qu'un seul immeuble. Et lorsque l'immeuble sera vendu, ben, il ne restera plus rien. Donc, ça règle le problème. Excellent. On n'a pas eu d'autres questions qui sont rentrées, Luc. Oui, il y en a une. Saban qui dit, si vente sans garantie légale, il arrive quoi si on découvre un sol contaminé? Sans garantie légale. Ben, là, c'est un cas d'espèce qu'on a à regarder au travers les filtres, les passoires que je vous ai mentionnés. Est-ce que le vendeur le savait? Puis est-ce qu'on a fait nos devoirs, nous autres mêmes, correctement? Si j'achète pour démolir et reconstruire, ben, j'espère que vous avez vérifié si le sol avait la capacité environnementale et la capacité de support pour accepter la structure que vous voulez mettre là. Si vous n'avez pas fait ça, c'est un petit peu triste, c'est tristounet, là. Ça ressemble à de l'improvisation. Mais oui, un sol contaminé peut être un vice caché. C'est juste que si c'est vendu sans garantie légale de qualité, au risque et péril de l'acheteur, pour dire l'expression au complet, ben, allez voir dans la déclaration du vendeur. S'il y a déjà eu contact avec cette réalité-là, qu'il y avait une contamination, il aurait dû vous le déclarer en vertu du principe de bonne foi. Et peut-être que ça vaudra la peine de poursuivre. Peut-être. Jean-François qui continue avec la même histoire. Est-ce que le cas d'un sol contaminé serait couvert par une assurance titre? Je ne peux pas répondre à ça. Je ne fais pas de droit des assurances. Je connais un peu l'assurance titre, mais je ne la connais pas suffisamment pour m'aventurer dans une réponse. L'assurance titre, habituellement, c'est pour protéger contre des difficultés relativement au certificat de localisation, à l'implantation. Je serais surpris qu'une assurance titre couvre des vices de cette nature-là. Est-ce que tu as la même opinion? Ouais, moi aussi, je serais surpris que ça couvre, mais comme je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Il y a des affaires spéciales qui sont couvertes. Moi, j'ai été en contact avec un dossier de fraude hypothécaire. Oui. Et ça couvre la fraude hypothécaire. Si vous avez une assurance titre à titre de créancier hypothécaire sur un prêt et que la personne qui a emprunté de vous était un fraudeur, l'assurance titre couvre ce sinistre-là. Excellent. Lisa qui demande, et je ne connais pas sa question, la réponse à sa question, est-ce que le fait d'acheter à son nom propre chez Desjardins Entreprises, ils nous disent qu'ils créent une SPA en notre nom propre sans nous enregistrer, est-ce aussi la bonne démarche pour acheter en incorporation? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Oh, d'après moi, là, c'est de la bullshit mur à mur, ça là. Ils font une compagnie sans vous le dire. Et surtout, Desjardins, sans vous la charger. Lisa, appelle donc Luc, que ça va peut-être valoir la peine de vérifier ça. Il va pouvoir aller voir.
Nick qui nous dit, est-ce une bonne idée de toujours mettre dans la DV que ça sent l'humidité de temps en temps dans le sous-sol, possiblement une infiltration d'eau afin de se protéger pour d'éventuels recours de l'acheteur? Ben, oui, non. Si c'est pas vrai, puis vous mettez ça à titre préventif, vous allumez des lumières rouges, puis probablement qu'à la lecture de ça, votre prometteur acheteur va dire, ben, moi, je vais baisser de 30 000 $ le prix parce que je vais avoir des travaux à faire. Moi, je vous dirais que il y a des tests faciles pour détecter ce genre d'affaires-là. Moi, je vous dirais, peut-être que ça vaudrait la peine de dire, j'ai fait un test d'humidité, puis le résultat est X, puis vous mettez ça dans la déclaration du vendeur. Mais à titre préventif, là, à faire un peu comme Angelina Jolie, je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle-là, mais de peur qu'elle ait le cancer du sein, elle avait envisagé, je ne sais pas si elle l'a fait, de se faire enlever les seins, de peur d'avoir le cancer du sein. C'est pas... Fait que là, on est un petit peu dans les mêmes... ça, c'est être alarmiste. Hein? C'est pas être alarmé, c'est alarmiste. Si c'est pas vrai, moi, je n'irais pas le déclarer, en tout cas. Sergio qui demande une fausse déclaration du revenu brut fait pour le vendeur, c'est considéré comme un vice caché? Je ne crois pas. J'ai pas eu à fouiller cette question-là, donc je vous réponds de façon viscérale. C'est pas le bâtiment, là. C'est des données financières. Fait que c'est vice caché du bien qu'on me vend. Alors, c'est l'état physique d'un bâtiment, là, un vice caché. Les revenus boostés, c'est pas un vice caché. C'est néanmoins illégal de faire ça. Vous avez probablement un recours si vous avez fait diligence à la vérification, mais ça ne serait pas sous le canal et les règles du jeu du vice caché. Excellent. On a une question de Sandra. Si j'ouvre une compagnie pour mon premier achat, après ça, est-ce que je peux mettre des maisons à l'intérieur de l'incorporation en location et des multilogements ou c'est juste pour du multilogement, l'incorporation? Ben, l'incorporation, c'est pour l'immobilier. La recette qu'on met de l'avant, c'est quand c'est du moins de 6 logements, mettez-en 3, peut-être 4 dans une compagnie ou par compagnie. Quand c'est 6 et plus, 1 par compagnie. Mais ça, c'est juste parce que je vais prendre une expression à la mode, c'est un accommodement raisonnable. Parce que si vous avez 4 petits immeubles dans une compagnie, vous en vendez une, puis il y a une poursuite qui rentre, ben vous avez 3 immeubles qui sont vulnérables pour répondre d'un jugement défavorable qui serait rendu. Donc, peut-être que vous allez être obligé en vitesse de sortir ces 3 autres immeubles-là de la compagnie. Mais la règle de l'art, c'est un immeuble par bâtisse, mais en termes d'accommodement raisonnable, le ratio coût-valeur, là, disons, je pense que c'est correct d'avoir 3 à 5 propriétés de moins de 6 logements par compagnie. Excellent. Je pense que ça répond pas mal aux questions qu'on a là. Fait qu'oubliez pas, les amis, samedi, dimanche, c'est notre week-end devenir investisseur immobilier, un week-end intensif. Luc va être là et savez-vous quoi? On l'a donné cette fin de semaine-là au mois de janvier et Luc a battu un record. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, mais ça a été le conférencier le plus aimé de la fin de semaine. Il parle de partenariat, il parle d'incorporation en fin de semaine. On va vous montrer comment trouver les deals aussi. Je vais faire de la recherche live sur Internet. On va vous montrer l'inspection, la location achat, le chalet locatif. Il y a plein d'informations. Puis on fait des vrais dossiers live sur Centris qu'on retrouve. Et Luc va être là pour répondre à vos questions et il va être là pour sa conférence aussi. Fait que c'est en fin de semaine. En démarrage, si vous commencez à vous habituer à l'immobilier, je vous incite fortement à suivre cette formation-là. Moi, je suis là à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Là. Je suis une goutte d'eau dans l'océan, mais les formations sont tellement bonnes, percutantes, efficaces et généreuses. Vraiment, je vous invite, je vous force à y aller. Je vais prendre le nom des gens qui sont là présentement. Puis si vous n'êtes pas inscrit au DI, je vais vous envoyer une mise en demeure. Mais qu'est-ce qui est impressionnant, Luc, c'est que le samedi, c'est 2 jours.
Le samedi, mettons, à chaque fin de semaine, ça varie le nombre. Mettons, il y a 100 personnes. Oui. Et le dimanche, il y a 100 personnes. On perd pas de monde. Souvent, le samedi, les gens viennent, puis le dimanche, ils font d'autres choses, mais c'est tellement intéressant qu'on se retrouve avec exactement le même nombre, puis on est en virtuel. Et ça fait 2 fois qu'on le fait comme ça, 2 fois qu'on le fait, puis les gens reviennent. Ça veut dire qu'il y a une grosse valeur ajoutée dans notre fin de semaine. C'est des pinottes, là, c'est 297 pièces déductible d'impôts, c'est que ça coûte rien. Là. Fait que manquez pas ça en fin de semaine, DI, le 6 et 7 mars. Un gros merci, Luc, d'avoir été avec moi. Toujours un plaisir. Grand plaisir. Merci, au plaisir. Bye la gang. On se voit mardi prochain.